La députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. C'est la fin de 2 jours de séminaire pour les quelques 300 députés de La République En Marche réunis lundi et mardi à Aubervilliers en mode team building. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des couacs à l'Assemblée ? On avait besoin de se retrouver tous ensemble. On a un groupe de plus de 300 parlementaires et on ne se connaissait pas forcément auparavant parce que contrairement aux autres groupes parlementaires, eh bien nous, on n'est pas des députés sortants à 95% de notre groupe. Donc on avait besoin de ces 2 journées à Aubervilliers pour déjà avancer sur, en effet, la cohésion de groupe, mieux se connaître et puis aussi travailler sur des sujets de fond, notamment le projet de loi de finances. Donc notamment des sujets de fond. Quand on dit team building, concrètement, par exemple, il s'est passé quoi ? On est curieux parce que c'est du vocabulaire d'entreprise appliqué au monde politique. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Vous savez, le management, il doit avoir lieu aussi dans le milieu politique. Moi, je viens du privé et je pense que c'est important aussi que des méthodes qui sont des bonnes méthodes puissent s'appliquer concrètement au monde politique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, dans la première journée, on s'est aussi posé des questions sur la manière avec laquelle on avait envie d'être parlementaire. Parce que pour la première fois aussi, on est des parlementaires qui ne cumulons pas. On n'est pas aussi des maires, aussi des présidents de départements, de régions. On est à 100% consacré à notre mandat. Ça change beaucoup de choses dans la manière avec laquelle on a envie d'exercer ses responsabilités. Il y a toute la question de la rénovation du travail parlementaire, c'est-à-dire faire en sorte que le député ne soit pas juste celui qui vote la loi, mais aussi celui qui permet l'évaluation de la loi qui a été votée, le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc tout ça, c'est la manière avec laquelle on va incarner notre fonction, le mettre en place tout au long de ce mandat. Et c'était important aussi qu'on y réfléchisse ensemble. Vous parliez notamment de l'envie d'être parlementaire. On apprenait dans Les Échos, dans un article, fin août je crois, que des députés, une poignée bien entendu, on reprécise, une poignée de parlementaires La République En Marche envisageaient se laisser l'été pour savoir s'ils allaient retourner dans le privé. C'est désormais terminé ? Moi, je n'ai pas de parlementaire qui soit venu me dire qu'il avait envie de partir. Je pense qu'au contraire, on a tous une envie qui est d'être utile et de faire des choses. Moi, il y a des administrateurs à l'Assemblée nationale qui nous disaient, c'était assez amusant d'ailleurs, vous savez, finalement, l'Assemblée, ce n'est pas formaté pour autant de députés qui veulent travailler vraiment à l'Assemblée nationale. Parce qu'encore une fois, avant, on avait des députés qui cumulaient, qui n'étaient pas forcément investis dans leur mission à l'Assemblée, au sein de cet hémicycle, en commission. Et donc là, on a une envie commune de travailler, pas juste de mettre un nom en bas d'un rapport, mais de se dire on a 5 ans pour être utile. On ne sait pas ce qui se passera à l'issue de ces 5 ans pour nos sorts personnels, c'est pas ça qui nous préoccupe au quotidien. On va même plus loin, puisque nous, on est prêt à voter la baisse du nombre de parlementaires. Donc on est prêt à supprimer un certain nombre la branche sur laquelle vous êtes assise, si on raisonne sur un point de vue purement personnel. C'est ça, parce que c'est un enjeu important qui est qu'à un moment, on ait des parlementaires qui soient plus forts, qui aient plus de moyens d'action et donc aussi peut-être d'en réduire le nombre. Et nous, on est prêt à le faire, ce qui n'a jamais été fait par les précédentes majorités, par exemple. Alors, l'envie commune de travailler ensemble, est-ce que cette formation express, si on peut l'appeler telle qu'elle, c'est aussi une façon de répondre au procès en amateurisme qui vous est fait par une partie de la droite et du Parti socialiste ? Si on prend le sens premier du terme amateur, ça veut dire qu'on n'est pas des professionnels. Moi, ça me va bien de dire qu'on n'est pas des professionnels de la politique. C'est votre valeur ajoutée. C'est notre valeur ajoutée. Je pense qu'on a été élus sur cette force-là aussi, sur la force d'un collectif qui faisait qu'en effet, on n'était pas tous des apparatchiks d'un parti politique, qu'on n'avait pas tous été collaborateurs parlementaires, qu'on n'avait pas tous eu des responsabilités locales en étant maire, etc. Donc, on a des parcours qui sont extraordinairement différents, des parcours types qui pouvaient exister précédemment en politique. Donc, si ça veut dire de ce point de vue-là, ne pas être des professionnels de la politique, oui. Si par contre, c'est dans un sens péjoratif qui viserait à dire qu'on n'est pas au niveau, là, je ne suis pas d'accord. Et parce justement, que dans la session extraordinaire, justement, tous les textes dont on voulait qu'ils soient adoptés l'ont été. Prorogation de l'état d'urgence, les lois d'habilitation aux ordonnances sur le dialogue social et également la loi sur la confiance dans la vie politique. Sans nous, ces textes n'auraient pas existé. La loi sur la confiance dans la vie politique, par exemple, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'emplois familiaux à l'Assemblée nationale, qu'il n'y aura plus la réserve parlementaire, qu'on encadrera les frais de mandat. Si nous, on n'avait pas été là à l'Assemblée nationale, si on n'avait pas eu la majorité, ce texte n'aurait jamais existé. Sur cette question du professionnalisme que vous abordiez il y a 1 minute, que répondez-vous à ceux qui disent que justement cette formation express, ou en tout cas ces nouveaux députés qui arrivent, sont quelque peu, pardonnez-moi l'expression, des députés godillots, c'est-à-dire qui valident tout ce que propose le gouvernement ou Emmanuel Macron, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche et qu'il n'y a pas de personnalité qui émerge.
Ça, c'est aux Français de dire s'il y a des personnalités ou non qui émergent. Je vois par exemple que la personne qui va incarner pour nous le texte sur le financement de la sécurité sociale, c'est Thomas Mesnier, qui est député de Charente, qui était médecin urgentiste. Moi, je pense que c'est un profil qui va émerger parce qu'il a des compétences extrêmement claires. Gabriel Attal, lui, s'occupe des questions de jeunesse. Il est élu des Hauts-de-Seine. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. On a la chance d'avoir Cédric Villani, par exemple, qui a été élu dans nos rangs. Des gens qui sont chefs d'entreprise, des gens qui ont des vraies compétences professionnels. Cédric Villani, mathématicien sur l'intelligence artificielle, notamment le rapport. Qui a eu une mission, en effet, commandée par le Premier ministre. Quand on a la chance d'avoir des gens de cette compétence-là, de cette diversité-là, tant sociologique que professionnelle, c'est une plus-value aussi au sein de l'Assemblée nationale et pour les Français. Et c'est aussi pour ça qu'on a été élus. On a aussi été élus contre des gens qui étaient installés, qui considéraient qu'ils étaient propriétaires de leur territoire, qui devaient être réélus ad vitam aeternam, qui n'avaient même plus besoin de rendre des comptes, de faire campagne. Et ils ont été balayés par des gens qui, au contraire, ont une vision de la vie politique qui est que ça n'est pas un métier, qu'on ne va pas faire ça pendant 20 ou 30 ans, que c'est un passage dans nos vies, qu'on avait des vies avant, qu'on aura des vies après, mais qu'on est là pour 5 ans et pour faire en sorte que ces 5 ans soient utiles. Alors, faire en sorte que ces 5 ans soient utiles, justement, on va désormais parler non plus de la vie parlementaire, mais désormais d'économie française, du budget. On entre dans le cœur du sujet. On apprend par l'AFP que le gouvernement Emmanuel Macron viserait a priori non plus 20 milliards d'économies comme annoncé pour le budget 2018, mais désormais 16, sur fond bien entendu d'amélioration des perspectives économiques, avec une révision à la hausse a priori 1,7 contre 1,6 dans la précédente estimation. Est-ce que finalement, si Emmanuel Macron diminue quand même l'effort des économies budgétaires, c'est qu'il ne recule pas face à ceux que lui-même qualifiait de force du monde ancien, Aurore Berger? On a fait un effort sans précédent sur la réduction de la dépense publique. On a déjà fait des économies de 4,5 milliards d'euros qui ont été extraordinairement commentées d'ailleurs cet été. Et on va continuer parce qu'il y a une forme d'addiction française à la dépense publique. Donc on arrête cette addiction française à la dépense publique en réduisant ce qui mérite de l'être. Mais vous confirmez la réduction de 20 à 16 milliards, les efforts d'économie budgétaire ou pas? Le projet de loi de finances, il sera en discussion à partir de mi-octobre en session ordinaire à l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, puisque le projet de loi de finances, je ne l'ai pas entre les mains. Il va d'abord être discuté en commission et ensuite en session. Donc même au séminaire Aubervilliers, on ne vous a pas donné d'indication? Les indications qu'on a, c'est les arbitrages qu'on a choisi de faire lors de la campagne présidentielle et de la campagne législative, qui sont des choix qu'on a assumés, qui n'étaient pas forcément les plus simples. Parce que quand on parle de réduction de la dépense publique, forcément, ça peut susciter des interrogations et c'est plus facile de promettre des hausses de la dépense publique. Donc baisse de la dépense publique, notamment, on a beaucoup parlé par exemple des contrats aidés. Et c'est quelque chose qu'on assume. Notre objectif, c'est pas de continuer à subventionner l'emploi, c'est par contre permettre d'avoir un véritable plan de la formation professionnelle. Et là-dessus, je peux vous le dire, il y aura 1 milliard d'euros sur la formation professionnelle. Et puis après, c'est faire des priorités sur des ministères qui, pour nous, sont des ministères essentiels. Le ministère notamment de l'Éducation nationale, on a toujours dit que c'était la première des réformes que l'on voulait entreprendre, c'est l'éducation nationale. Donc il faut s'en donner les moyens. On est dans un moment aussi important de lutte contre le terrorisme, sur la question de la radicalisation aussi. Donc, le budget du ministère de l'Intérieur est en augmentation. Donc ça, on assume qu'à un moment, il y a des ministères qui sont des ministères prioritaires et qui doivent pouvoir voir leur budget être augmenté pour être plus efficace. Et puis, il y a des endroits où on a des dépenses publiques qui doivent être corrigées. C'est notamment le cas sur la question du travail, sur la question du logement, où il faut que sur le logement, par exemple, il y ait un choc d'offres pour que les gens soient mieux logés, mais qu'à un moment, on n'ait pas l'effet inflationniste que malheureusement, par exemple, les APL ont pu provoquer. Allez, toute dernière question. Aurore Berger, le gouvernement cherche-t-il pas, peut-être par des effets d'annonce, on verra ce qu'il en sera, si c'est confirmé ou pas, à assouplir un peu sa politique d'économie budgétaire avant l'appel à la grève du 10 octobre qui a été lancé dans la fonction publique, notamment sur fond du gel du point d'indice qui a été confirmé par Gérald Darmanin, je crois. Gérald Darmanin a confirmé des réformes d'ampleur, notamment dans la fonction publique, y compris en effet sur le point d'indice, et on assume ces réformes-là parce que chacun doit pouvoir contribuer à l'effort qui est demandé à tous. Donc il n'y a pas de recul. De la même manière, par exemple, sur la question de la réforme du dialogue social et des ordonnances qui sont liées, il n'y aura aucun recul parce que c'est des choses que l'on a annoncé, que l'on a prévu. C'est ce pourquoi on a été élus, nous, en tant que majorité parlementaire, des choses qu'on pourra continuer à améliorer, évidemment, dans le cadre de la discussion, mais on ne reculera pas. Donc même sur le sujet très sensible de la réduction de 120 000 postes de fonctionnaires dans la fonction territoriale et de l'État. Mais la question, c'est la question de l'efficacité de la dépense publique. C'est ça qui est important. On a eu des mauvaises habitudes pendant des années, d'addiction à la dépense publique, d'addiction au recours à l'impôt. Donc tout ça, il faut que ça cesse. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, on va redonner du pouvoir d'achat avec la baisse
dès janvier des cotisations sociales pour toutes celles et ceux qui travaillent, parce que comme ça, ce sera un gain net de pouvoir d'achat qui leur sera redonné, avec l'abaissement de l'impôt sur les sociétés pour revenir dans la moyenne européenne à 25%, pour qu'il y ait une meilleure compétitivité pour nos entreprises, avec le CICE qui va être transformé en allègement direct de charges pour simplifier les choses, parce que l'objectif, c'est justement d'avoir une véritable simplification aussi pour permettre le retour à l'emploi. Donc, vous savez, un budget, c'est des choix politiques, et nous, on l'assume. On arrête l'addiction à la dépense publique, on arrête le recours systématique à l'impôt, et on fait des réformes de structure. Arrêtez l'addiction à la dépense publique. C'est le message de ce matin d'Aurore Bergé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, députée des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.